Marie Vastel, Michel Cog, Geneviève Tellier, bonsoir. 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 Félicitations, Marie Vastel. Vous allez devenir nouvelle éditorialiste au Devoir. Bien, vous restez au Devoir et vous Merci. passez éditorialiste. Félicitations. Merci. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que vous allez avoir plus de temps pour venir au panel. Plus de temps dans la mesure où vous n'allez pas être obligé de faire toujours l'article du lendemain, n'est-ce pas? Mais vous allez rester à Ottawa? Je reste à Ottawa, oui, sur Très la bien. colline parlementaire, mais je compte aller à Québec autant que possible. C'est fantastique. Alors, bravo. Merci. Mais parlant de Québec, un petit mot, parce que ça s'est fait il y a 1h30 à peine. Suite et fin, salaire des élus. Je vous montre le résultat du vote de l'augmentation du salaire de base des élus québécois. 68 pour. La CAQ a eu l'appui des députés libéraux présents. Je dis présents parce qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas là. Puis si vous additionnez, on est loin du compte. Et contre, tous les députés de QS et du Parti québécois ont voté contre. Alors, Michel, ça y est, là. C'est voté, c'est réglé. On peut vous montrer le tableau, là. Ils vont passer le salaire de base de 101 000 à 131 766, pour être très exact. C'est une augmentation de salaire de base de 30 %. Voilà, Michel. Le problème, c'est pas l'augmentation elle-même, c'est la façon dont ça a été fait. Ils vont se retrouver, le gouvernement va se retrouver avec des négociations avec le secteur public cet automne, où il va être obligé d'expliquer que les députés méritaient 30 % d'augmentation, alors qu'il va offrir beaucoup moins que ça, évidemment, à ses employés. Ça commence mal, une négociation. Il le savait, le caucus de la CAQ tenait à son augmentation. Le premier ministre a décidé d'aller avec ça. Et donc, c'est prochaine manche à l'automne, là, on verra comment ça se traduit dans le débat politique et la négociation du secteur public. Geneviève et Marie, les députés québécois, si on compare les autres provinces, les autres législatures et non pas le Parlement fédéral, mais seront les mieux payés au Canada, Geneviève, maintenant. Oui, mais les salaires sont très faibles dans les autres provinces. Alors, je pense que peut-être que le standard devrait effectivement être le gouvernement fédéral. Dans beaucoup de provinces, les salaires ont été gelés pendant des années, puis on est partout frileux pour augmenter justement les salaires, puis on l'a vu au Québec. Je suis d'accord avec Michel, le problème, c'est pas tant l'augmentation, quoiqu'elle est quand même importante, de 30 % d'un coup, mais c'est la manière dont ça a été fait. En plus, on peut pas s'empêcher de voir un certain cynisme. On fait cette mesure-là en début de mandat. Donc, oui, la prochaine étape, c'est la négo des salaires, des augmentations de salaire dans le secteur public. Mais la vraie étape, c'est dans 4 ans. Puis dans 4 ans, je pense qu'on va avoir oublié ça. Puis on va passer à d'autres sujets. Marie, un petit mot là-dessus. C'est aussi un peu expéditif à la dernière semaine de la session. Pas de débat. Effectivement, ça paraît pas très bien, comme on dit. Et ils sont les mieux payés des provinces. Peut-être que c'est pas assez, comme dit Mme Tellier, mais c'est pas ceux qui siègent nécessairement... ils ne siègent pas nécessairement beaucoup plus que les autres provinces. Par exemple, à titre de comparaison, en Ontario, on siège 24 semaines. Au Québec, 26 semaines. En Ontario, on siège le lundi aussi, cela dit. Donc, le salaire semble pas mal plus élevé pour à peu près un travail équivalent, ce qui n'aide pas non plus là, les perceptions pour le public, je pense. Vous les voyez, là, les comparatifs. Québec, désormais, c'est 131 000, Alberta, 120, etc. Et la Chambre des communes, on le voit, c'est nettement plus payé, là, avec 194 000 salaires de base. Voilà. Alors, M. Johnston, à qui on a demandé de partir, à qui la Chambre des communes a demandé de quitter, de ne pas poursuivre son travail, qu'il n'était plus crédible, était entendu devant un comité. Il y a 2 grands sujets. Il y a pourquoi ne recommande-t-il pas une enquête publique? Je vous fais entendre un premier extrait, un échange avec le député terrien du Bloc québécois, puis on ira à l'autre sujet après. Est-il encore crédible? Mais d'abord, sur l'enquête publique, on écoute. La Chambre, à la majorité, nous a dit qu'il faut faire une commission d'enquête publique et indépendante. Et moi, quand j'ai lu le document de M. Johnston, il la rejette, cette possibilité-là. J'aimerais entendre et savoir pourquoi il rejette la commission d'enquête publique et indépendante demandée par autant de gens. The dilemma is that we're dealing with classified information.
and it is not possible to discuss classified information in public, nor to report it in your reports. Donc, Marie, vous avez tout écouté ça. Sur ça, là, d'abord, puis on viendra ensuite à sa crédibilité, puis ensuite encore la légitimité, etc. Mais sur le fond, il n'en démord pas, là. Il dit, moi, je pense toujours que ce n'est pas une bonne idée, une enquête publique. En fait, au départ, il pensait que c'était une bonne idée. Il a changé d'idée en consultant les documents et en constatant, dit-il, à quel point beaucoup de ces informations-là ne pourraient pas être dévoilées publiquement. Par contre, M. Terrien, dans d'autres échanges, a vraiment talonné M. Johnston à savoir, mais il y a eu des enquêtes sur des questions de sécurité nationale, de documents secrets du SCRS ou de la GRC, et elles ont pu aller de l'avant, en partie à huis clos. M. Johnston n'a pas vraiment clarifié pour quelles raisons ça ne serait pas possible dans ce cas-ci. Et je pense que c'était un peu là le problème de son témoignage. C'était prévisible parce que beaucoup de ces informations-là sont secrètes, mais M. Johnston n'a pas clarifié plusieurs éléments de son rapport, non plus des questions qui demeurent en suspens à la lecture de son premier rapport. Par exemple, M. Johnston dit qu'il n'y a pas de lien direct entre la désinformation contre certains candidats aux 2 dernières élections fédérales. Il n'a pas expliqué quelles sont ses preuves, qu'est-ce qui lui permet de dire ça. Il n'a pas clarifié en quoi est-ce qu'il est convaincu que le député Anne Dong, qui siège comme indépendant mais a été élu libéral, en quoi il n'était pas au courant que le consulat de Chine à Toronto a essayé de favoriser sa candidature pour les libéraux. Une série d'éléments comme ça où on n'a pas eu plus de réponses qui n'aident pas à convaincre l'opposition de lâcher le morceau. Il faut dire que l'opposition, avant même que la rencontre débute, ils ont tous dit qu'il n'y avait pas grand-chose que M. Johnston pourrait dire pour les faire changer d'avis, mais ça s'est confirmé au fil du témoignage et à la sortie de la rencontre. Oui, pour l'opposition, la cause est entendue. Geneviève, il y a eu d'ailleurs le vote la semaine dernière, mais qu'avez-vous pensé de son plaidoyer aujourd'hui, M. Johnston? Est-ce qu'il a marqué des points ou pas? Non pas chez les membres de l'opposition, mais dans l'opinion publique, si tant est que ça a été écouté pour son plaidoyer, là. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été écouté? Mais très certainement, on va entendre des analystes comme nous qui vont relayer le message. Donc, je pense que c'est quand même important. Ça n'a pas été une bonne journée pour M. Johnston. Il n'a pas réussi à changer les perceptions. Il l'aurait pas fait pour les députés, mais effectivement, pour l'opinion publique, est-ce qu'il a offert des nouveaux éléments? Pas du tout. C'était même un peu pénible à certains moments parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il relisait certains passages de son rapport, mais il n'allait jamais au-delà de son rapport. Donc, c'était des choses qu'on savait. Et essentiellement, son message, c'est « Faites-moi confiance, j'ai vu les informations, si vous les aviez vues, vous arriveriez à la même conclusion que moi. » Ce qui n'est pas suffisant, puis des fois, M. Johnston laissait échapper certains éléments de réponse qui nous laissaient vraiment perplexes, comme par exemple, oui, j'ai bien vu la motion de la Chambre là, où vous demandez à ce que je quitte, mais votre motion a été faite sur des fausses allégations. Alors, vous n'avez pas utilisé des bonnes informations pour voter votre motion. C'est quand même assez fort de dire ça aux députés. Et c'est pas de laisser quand même une certaine liberté dans leur façon de penser. Et donc, ça démontre un peu l'attitude de M. Johnston vis-à-vis les députés. Alors, on l'entend dire « j'ai beaucoup de respect pour la Chambre », mais en même temps, dans ses propos, on ne sent pas ce respect-là. Et faut pas oublier, M. Johnston, c'est l'ancien gouverneur général. Sa fonction en tant que gouverneur général, c'était de conseiller le premier ministre, de pas de conseiller les parlementaires, c'était pas d'appuyer les parlementaires. Et on sent que cette relation-là est encore là. Donc, il est au service du premier ministre, mais c'est pas ça qu'il faut en ce moment, puis je pense qu'il le réalise pas. Michel C. M. Johnston a fait une vente à faire aujourd'hui. Il fait vendre que c'était lui la personne la mieux placée pour continuer cette enquête-là, qu'on devait lui faire confiance avec ce dossier-là. Mais il n'y a rien eu de nouveau. Geneviève l'a dit, il lisait des extraits de son rapport. Il n'est pas allé plus loin que ce qu'il avait déjà dit et souvent plusieurs fois. Alors, ça n'a pas pu fonctionner. Et à un moment donné, on a vu M. Terrien tout à l'heure qui a été un des bons parlementaires qui l'a questionné. M. Singh aussi a été très bon en disant, écoutez, là, moi, je suis allé lire le rapport, la partie secrète de votre rapport, j'ai été assermenté, je suis allé la lire. Je suis toujours en désaccord avec vous. On doit avoir une enquête publique. Expliquez-moi pourquoi il n'en faut pas. Et M. Johnston est resté sur ces mêmes lignes tout le temps. Alors, comme un chanteur qui a rien qu'une toune, là, à un moment donné, les gens disent, ben, pourquoi on a tenu cette affaire-là s'il était pour répéter toujours la même chose?
En fait, si je peux me permettre, une partie Oui. du problème, c'est que M. Johnston dit ne me croyez pas seulement moi sur parole. J'ai invité un comité de parlementaires, un office de surveillance de la sécurité nationale et les chefs de l'opposition à lire mon rapport confidentiel. En fait, M. Singh ne l'a pas encore fait. Il attend d'avoir sa cote de sécurité secrète. Le problème, c'est que ça pourrait prendre des semaines, voire des mois dans le cas de M. Singh pour obtenir sa cote de sécurité secrète. Et pendant ce temps-là, il n'y a personne qui vient corroborer ou endosser les conclusions de M. Johnston et on reste un peu dans cette espèce de néant et la population, parce que c'est ultimement elle qui doute de notre processus électoral, elle n'est pas rassurée. Oui, et à ça, il répond très bien, mais une commission d'enquête, vous ne pourriez pas obtenir les renseignements que moi j'ai obtenus ou qu'on offre aux chefs de l'opposition parce que on ne pourrait pas les rendre publics parce que c'est des secrets. Alors là, on tourne un petit peu en rond, mais ce qui pèse peut-être plus lourd, c'est ce doute autour de non pas son intégrité, mais est-il trop près du Parti libéral? Est-ce que l'avocate qui l'a conseillé pour dire qu'il était ou non en conflit d'intérêts, elle-même a donné au Parti libéral, bon, c'était dans le Globe ce matin. Aux yeux de l'opposition, en tout cas, c'est clair qu'il n'est pas l'homme de la situation. On écoute un deuxième échange avec M. Berthold cette fois-ci. Vous croyez sincèrement, M. Johnston, que dans tout ça, il n'y a rien qui peuvent donner l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts et vous croyez que les Canadiens et Canadiennes doivent vous croire uniquement sur votre parole? I don't believe I have a conflict of interest, and I would not have undertaken this responsibility had I had a conflict of interest. And I would, again, plea that you focus the attention on foreign interference, this report, which will be reviewed, and others where we must do a much better job of getting on with important matters. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas de faits qui sous-tendent ces conflits d'intérêts, dit-il, répète-t-il. Michel Séauger, là-dessus, est-ce qu'il y a eu un mouvement? Non, c'était vraiment un dialogue de sourds. D'ailleurs, il faut le dire, c'est les conservateurs qui sont allés sur cette question-là, revenant encore sur la Fondation Pierre-Éliott Trudeau, revenant sur l'ami de ski du premier ministre, alors que M. Johnson a répété, écoutez, je leur ai donné un livre quand il était un petit garçon, là. mais on n'a pas appris d'autres choses et et les conservateurs ont dépensé beaucoup de temps à, encore une fois, essayer de mettre l'intégrité de M. Johnson en cause, mais à un moment donné, ses réponses sont ses réponses. On les savait. On a perdu énormément de temps à faire des redites, là. Et non pas sur le fond, ça. Marie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non. Oui, je suis d'accord et je ne suis pas certaine que ça résonne auprès de la population. D'ailleurs, on sent un peu que les partis d'opposition ont envie de parler d'autres choses à la Chambre des communes, en tout cas à la période des questions, mais qui se sont un peu enlisés eux-mêmes dans ce dossier-là et qui ne savent pas trop comment changer de sujet sans avoir l'air de reculer. Mais sur cette apparence de conflit d'intérêts, M. Johnson a essayé de se défendre en disant, écoutez, au fil de ma carrière, j'ai eu différents rôles qui font que j'ai côtoyé différentes personnes, conservateurs ou libéraux, mais de dire que je fais partie d'une clique libérale, c'est faux. C'est peut-être vrai, mais je ne suis pas sûre que ça rassure grand monde. Et je me demande aussi si ça ne complique pas la tâche. Si jamais on nommait quelqu'un d'autre, qui est-ce qui serait assez indépendant, qui n'a jamais côtoyé de premier ministre, jamais côtoyé de libéraux, jamais côtoyé la Fondation Trudeau? Ça commence à être compliqué de satisfaire tout le monde. Oui, Geneviève. Oui, mais c'est ça que M. Johnson n'a pas dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a répété les mêmes lignes qu'on entend depuis des semaines sans essayer de nous amener d'autres éléments pour nous convaincre qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas personne d'autre qui pourrait faire le travail comme lui ou que oui, il n'a pas vu M. Trudeau. Je pense qu'à un moment donné, il disait pendant 40 ans, il y a eu une période où on ne se voyait pas. Je l'ai vu parce que j'étais à Rideau Hall. Et bon, c'est sûr. Mais il s'est très mal défendu. Et puis, je me pose la question, avoir engagé une firme de relations publiques pour arriver à ce genre de témoignage-là peu convaincant, encore une fois, ça démontre peut-être que M. Johnson n'est pas vraiment au fait des véritables enjeux. L'enjeu, c'est sa crédibilité, c'est pourquoi il veut rester en poste, est-ce qu'il croit qu'il est la seule personne à pouvoir faire le travail? C'est un peu cette impression-là qu'on ressent en l'écoutant aujourd'hui. Et donc, il y a un exercice de relations publiques à nous faire. Il doit comprendre qu'il est dans une joute politique, c'est plus comme avant lorsqu'il était gouverneur général. Puis je pense qu'il n'a pas très bien saisi les enjeux auxquels il est confronté. En tout cas, bien des gens, avec cette pression-là, ce vent de face, auraient reculé.
Et lui, il reste debout. Là. Il dit, savez-vous, j'ai eu un mandat du premier ministre, je vais finir. Il y a comme quelque chose hors du temps quand même qu'il faut souligner. Je vous fais entendre un échange entre M. Poilievre et M. Trudeau là-dessus, puis on revient tout de suite. Est-ce qu'on peut finalement mettre fin à cette farce, Monsieur le Président, et déclencher une vraie enquête publique? Pendant que le chef du Parti conservateur continue ses attaques non fondées contre l'ancien gouverneur général et son équipe, il prétend vouloir connaître les vraies réponses. Il n'a simplement qu'à accepter le briefing confidentiel et top secret qui lui est offert par nos agences de sécurité. Alors, voilà, c'est fait aujourd'hui. À partir de maintenant, qu'arrive-t-il? Tour de table là-dessus, Marie. C'est une bonne question. Je pense que ça tourne en rond. J'ai pas l'impression que l'un ou l'autre des deux camps veut reculer. Et bien, franchement, je pense qu'en diffusant un communiqué de presse, une lettre ouverte qu'il a envoyée à tous les membres de la tribune de la presse à Ottawa, M. Johnston a un peu lié les mains aussi du premier ministre Trudeau en disant « Je ne reste pas, mon mandat vient du gouvernement et j'ai encore du travail à faire ». Comme disait Mme Tellier, visiblement, M. Johnston pense qu'il est le mieux placé pour régler la question et étudier la question. En envoyant ce communiqué-là, il a aussi un peu enlevé des options à M. Trudeau. Donc, même si M. Trudeau avait envie de le remercier, il est comme trop pas tard sûr que ça pour reste une partir option. discrètement. Oui, ça serait un peu mal vu. Donc, peut-être que le tout se calmera cet été. J'ai des doutes, par exemple, parce que les fuites continuent dans les médias. Très bien. Michel C. On est dans un cul-de-sac, là. La Chambre des communes, à la majorité, a dit on n'a plus confiance en vous. Et le principal intéressé dit de toute façon, j'ai poursuivi mon mandat de vous, alors je n'ai rien à cirer d'un vote de la Chambre des communes. Il n'y a rien qui va avancer. La question, c'est est-ce que M. Johnson a encore de la crédibilité auprès du public? Puis ça, je pense qu'à chaque fois qu'il fait un exercice comme celui qu'il a fait aujourd'hui, il en perd encore un autre bout auprès du public canadien. Geneviève. Bien, la prochaine étape, c'est ces enquêtes, c'est des audiences publiques. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont se pointer? C'est en juillet, ça? On ne va pas contraindre les gens. Mais oui, puis c'est en juillet. Alors, est-ce que les gens vont écouter? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec son rapport? Qui va se pointer? J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de fonctionnaires, mais pas nécessairement beaucoup de gens du public. Donc, ça aussi, mais je pense que M. Johnson, lui, va continuer. Il y a un rapport à remettre au mois de novembre, décembre. Mais oui, je pense que les fuites vont continuer, puis les attaques de l'opposition vont continuer très certainement. Marie, Michel, Geneviève, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.